Imagine-toi allongé sur un brancard. Ton cœur a cessé de battre. Les médecins t'ont déclaré mort. Mais que se passe-t-il si une partie de toi est encore là, si ta conscience n'est pas encore partie quand les flammes commencent? Il existe une raison pour laquelle les moines tibétains attendent 3 jours avant de brûler un corps. Pourquoi les prêtres égyptiens parlaient de 70 jours de préparation avant la crémation? Pourquoi les traditions hindoues respectent des fenêtres temporelles précises avant d'allumer le feu funéraire? Dans un manuscrit datant de 850 après Jésus-Christ, découvert dans les grottes de Dunhuang, une inscription en encre rouge avertit « Brûlé trop tôt », suivie d'un symbole représentant la torture et la souffrance de l'âme. Personne ne parle de ça. Pas ton entrepreneur de pompes funèbres, pas ton médecin, même pas ta famille quand elle planifie ta crémation post-mortem. C'est une question qui flotte dans l'air, que nous repoussons tous, parce que la réponse nous oblige à repenser entièrement notre compréhension de la mort et du processus de transition. Ressens-tu cet inconfort quand tu penses à ta propre crémation? Pas le deuil, pas la sentimentalité, mais quelque chose de plus profond, une intuition que quelque chose ne va pas, comme si une partie ancestrale de toi murmurait « Attends ». La médecine moderne nous dit que la mort est un interrupteur instantané, un moment précis. Le cœur s'arrête, le cerveau s'éteint, et tout ce que tu étais disparaît en 1 seconde. Mais les textes anciens racontent une histoire différente sur le passage de la vie à la mort. Une histoire de transition progressive, pas de fin brutale. De processus qui prennent des jours, pas des secondes. De séparation graduelle entre corps et conscience. Pourquoi des cultures du monde entier, qui ne se connaissaient jamais, ont-elles toutes suivi la même règle concernant la crémation? Pourquoi ont-elles attendu avant de brûler les défunts? Elisabeth Kubler-Ross, pionnière de la recherche sur la mort et l'accompagnement en fin de vie, a documenté des centaines de cas où les mourants parlaient d'un entre-deux, un espace entre ici et là-bas, entre vie et mort. Ils l'appelaient différemment selon les traditions, mais ils décrivaient tous la même expérience de transition. La conscience se détache lentement du corps physique. La question n'est pas de savoir si tu crois en l'âme ou en la vie après la mort. La question est, et si mourir n'était pas un événement instantané, mais une transition progressive? Et que se passe-t-il quand nous interrompons cette transition par la crémation prématurée? As-tu déjà ressenti cette intuition? La mort clinique n'est pas le départ final de la conscience. C'est la première vérité que les textes anciens sur la mort et la réincarnation nous enseignent. Quand l'électrocardiogramme montre une ligne plate, quand les pupilles ne réagissent plus à la lumière, quand la peau devient froide au toucher, le corps physique est mort selon les critères médicaux. Mais la connexion entre conscience et corps existe encore. Fine, invisible aux instruments de mesure, mais présente. Les Tibétains l'appellent le bardo dans leur tradition du livre des morts. Un état intermédiaire entre la vie et la mort, ni vivant ni mort, mais un entre-deux, où l'âme reste partiellement connectée au monde matériel. Le livre tibétain des morts décrit cet état de conscience comme une situation où l'esprit perçoit tout, mais ne peut plus agir sur le monde physique. Tu entends les conversations de tes proches autour de ton corps. Tu vois comment ils pleurent ta mort. Tu comprends que tu es parti, mais tu ne peux pas te manifester pour les rassurer. Dans les années 90, le neurologue Pim van Lommel a documenté un cas extraordinaire aux Pays-Bas
sur les expériences de mort imminente. Un patient était cliniquement mort pendant 30 minutes, sans battement cardiaque détectable. L'équipe médicale tentait désespérément de le réanimer. Une infirmière avait retiré la prothèse dentaire de l'homme et l'avait placée dans un tiroir du chariot médical. Contre toute attente, l'homme a survécu à cette mort clinique. Une semaine plus tard, quand l'infirmière est entrée dans la chambre d'hôpital, le patient l'a immédiatement reconnu et a dit « Vous avez mis mes dents dans le 3e tiroir à droite ». L'infirmière était choquée par cette révélation. L'homme décrivait avec précision toute l'équipe de réanimation, les appareils médicaux utilisés, les conversations échangées, alors que son cerveau ne montrait aucune activité électrique mesurable pendant sa mort clinique. Comment est-ce possible selon la science moderne ? Von Lommel a appelé ce phénomène la conscience non locale, une conscience qui existe au-delà du cerveau physique. Les Tibétains l'appelaient le bardo. Les textes hermétiques de l'Égypte ancienne parlaient du fil d'argent, une connexion subtile entre corps et âme qui se dissout progressivement après la mort physique. As-tu déjà ressenti le besoin de parler à un défunt juste après sa mort, comme si tu pouvais encore sentir sa présence, pas comme un fantôme, pas comme une hallucination, mais comme une certitude subtile. Peut-être que ce n'est pas une illusion de ton esprit en deuil. Pendant des décennies, la communauté scientifique a rejeté les expériences de mort imminente, comme de simples hallucinations causées par le manque d'oxygène dans le cerveau. Mais les recherches de Pim van Lommel et d'autres neurologues ont changé cette perspective. Van Lommel a mené une étude sur 344 patients ayant survécu à un arrêt cardiaque dans les hôpitaux néerlandais. 18% d'entre eux rapportaient des expériences de conscience pendant leur mort clinique. Ils décrivaient des détails précis d'événements survenus pendant leur réanimation, des événements qu'ils n'auraient jamais pu connaître si leur conscience était liée uniquement à leur cerveau. La science matérialiste nous dit que la conscience est produite par le cerveau. Quand le cerveau meurt, la conscience disparaît instantanément. Mais ces cas de conscience pendant la mort clinique suggèrent quelque chose de différent. Elisabeth Kubler-Ross a passé des décennies à interviewer des milliers de patients en fin de vie. Elle a découvert des patterns remarquables dans leurs témoignages sur le processus de mort. Beaucoup décrivaient une séparation progressive de leur conscience et de leur corps physique. « Je me voyais d'en haut », racontait-il. « Je flottais au plafond de ma chambre d'hôpital, observant mon corps sur le lit. » Ces expériences de sortie du corps pendant la mort clinique sont documentées dans toutes les cultures, à travers toute l'histoire humaine. Les traditions anciennes sur la mort et la réincarnation connaissaient déjà cette vérité il y a des millénaires. Le bardo Todol tibétain, écrit au 8e siècle, décrit avec précision ce processus de transition. L'âme reste connectée au corps pendant plusieurs jours après la mort clinique. C'est pourquoi les moines tibétains ne brûlent jamais un corps avant 3 jours. Ils savent que la conscience n'est pas encore complètement partie. Brûler le corps trop tôt, c'est interrompre violemment ce processus de détachement naturel. Les textes égyptiens anciens parlaient de 70 jours de préparation avant la momification finale. Les traditions hindoues attendent des périodes spécifiques avant la crémation selon l'âge et les circonstances de la mort. Toutes ces cultures, séparées par des milliers de kilomètres et des siècles, avaient découvert la même vérité fondamentale. Mourir est un processus, pas un événement instantané. Et si elles avaient raison ? Et si notre approche moderne de la crémation immédiate ignorait une réalité cruciale sur la nature de la conscience humaine ?
Que penses-tu de ces témoignages scientifiques ? La médecine moderne a accompli des miracles dans le traitement des maladies et la prolongation de la vie. Mais dans notre précipitation à rationaliser la mort, avons-nous oublié des connaissances essentielles que nos ancêtres possédaient sur le processus de transition ? Aujourd'hui, dans les pays occidentaux, la crémation peut avoir lieu 24 à 48 heures après la mort clinique. En France, le délai légal minimum est de 24 heures. Aux États-Unis, certains États autorisent la crémation après seulement quelques heures si les circonstances le permettent. Compare ça aux traditions anciennes qui attendaient des jours, voire des semaines, avant de procéder à la crémation ou à l'enterrement final. Ce n'était pas par superstition aveugle ou par manque de technologie, c'était basé sur une compréhension profonde du processus de mort et de séparation de la conscience. Les moines bouddhistes qui pratiquent la méditation profonde rapportent qu'ils peuvent sentir le moment exact où la conscience quitte définitivement le corps après la mort. Ils décrivent une sensation de refroidissement interne qui commence au cœur et se propage lentement vers les extrémités sur plusieurs jours. Les textes du Bardo Todol donnent des instructions détaillées sur comment accompagner une personne décédée pendant ses premiers jours critiques après la mort clinique. On parle au défunt, on le guide, on lui explique ce qui se passe dans son état de transition. Pourquoi ? Parce que selon cette tradition millénaire, la conscience peut encore entendre, comprendre, ressentir, même si elle ne peut plus communiquer ou agir. Imagine maintenant ce qui se passe lors d'une crémation moderne précoce. Si ces traditions ont raison, si la conscience est encore partiellement présente dans les premières 24-72 heures après la mort clinique, alors que ressent cette conscience quand le corps est placé dans un four à 870 degrés Celsius ? Les textes anciens sur la crémation et ses dangers spirituels parlaient de torture de l'âme quand le processus de séparation naturelle est violemment interrompu par le feu. Le manuscrit de Dunhuang utilisait le terme dukkha, souffrance intense, pour décrire cette expérience. C'est peut-être pourquoi tant de traditions spirituelles à travers le monde ont développé des rituels de transition, des périodes d'attente avant la disposition finale du corps. Ce n'était pas du folklore sans fondement, c'était de la sagesse basée sur l'observation et l'expérience accumulée sur des millénaires. Notre société moderne, dans sa quête d'efficacité et de rationalisation, a peut-être jeté le bébé avec l'eau du bain concernant nos pratiques funéraires. Te sens-tu concerné par cette question ? La question n'est pas de revenir à des superstitions du passé ou de rejeter les avancées de la médecine moderne. La question est, pouvons-nous intégrer la sagesse ancienne sur la mort et la conscience avec notre compréhension scientifique actuelle ? Les recherches de neurologues comme Pim van Lommel, Sam Parnia et Bruce Greyson sur les expériences de mort imminente suggèrent que la conscience pourrait ne pas être simplement un produit du cerveau. Leurs études publiées dans des revues scientifiques prestigieuses comme The Lancet montrent que quelque chose d'inexpliqué se produit pendant la mort clinique. Elisabeth Kubler-Ross, elle-même, après des décennies de recherches sur l'accompagnement en fin de vie, est arrivée à la conclusion que la mort n'est pas une fin, mais une transition. Elle a documenté des milliers de cas où les mourants rapportaient des expériences qui défient notre compréhension matérialiste de la conscience. Alors, que faire avec ces informations concernant la crémation et le timing après la mort ? Faut-il changer nos pratiques funéraires modernes ? Certains pays, comme le Japon, ont déjà intégré ces considérations dans leurs lois sur la crémation. Le délai légal minimum avant la crémation est généralement de 24 heures, mais beaucoup de familles japonaises attendent volontairement plus longtemps
suivant les traditions bouddhistes qui recommandent d'attendre au moins 3 jours. En Inde, malgré la modernisation, les familles hindoues continuent de suivre des protocoles spécifiques de timing pour la crémation selon les enseignements traditionnels sur le voyage de l'âme après la mort physique. Au Tibet, même avec l'influence finnoise moderne, beaucoup de communautés maintiennent la tradition d'attendre 49 jours avant les rites funéraires finaux, basés sur les enseignements du Bardo sur la transition de la conscience. Ces cultures n'ignorent pas la science moderne. Elles l'intègrent avec une compréhension plus large de ce que signifie être humain, mourir et transiter vers ce qui vient après la mort. La vraie question n'est pas « est-ce que la conscience survit après la mort clinique ?» La vraie question est « sommes-nous prêts à considérer que nous ne savons pas tout sur la nature de la conscience et du processus de mort ?» Quand tu planifies tes propres arrangements funéraires ou ceux de tes proches, prends-tu en compte ces considérations sur le timing de la crémation ? As-tu déjà pensé à demander un délai plus long avant la crémation, juste au cas où ces anciennes traditions auraient capté quelque chose que notre science moderne ne peut pas encore mesurer ? La sagesse n'est pas de rejeter l'ancien ou le moderne, mais d'avoir l'humilité de reconnaître que nous sommes encore en train d'apprendre les mystères fondamentaux de l'existence humaine, de la conscience et de la mort. Et toi, que choisiras-tu quand le moment viendra ?